le président Trump s'apprête à annoncer de nouveaux tarifs, amenant entreprises et consommateurs à s'attendre à des prix plus élevés pour les produits lors de ce qu'il appelle le jour de la libération. Mes compatriotes américains, c'est le jour de la libération. Plus d'1 billion de dollars. Les actions américaines ont connu hier leur plus forte baisse depuis septembre 2022, perdant cette somme lors des échanges. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre l'Amérique grande à nouveau. Trump vient de faire son célèbre discours du jour de la libération, et les marchés boursiers ne l'ont pas apprécié. Les marchés américains ont perdu environ 2000 milliards de dollars dès le début de l'annonce. Voici ce qui a été dit. Les États-Unis vont mettre en place des tarifs douaniers réciproques sur d'autres nations. Cela fait longtemps que nous n'avons même pas pensé à cela. Nous y pensions beaucoup avant, nous n'y avons pas pensé pendant longtemps, et vous voyez le résultat. Pour les nations qui nous traitent mal, nous calculerons le taux combiné de tous leurs tarifs, barrières non monétaires et autres formes de tricherie. Et parce que nous sommes très gentils, nous sommes des gens gentils, très gentils, nous leur facturerons environ la moitié de ce qu'ils sont et ont été en train de nous facturer. Donc les tarifs ne seront pas entièrement réciproques. J'aurais pu faire ça. Cela aurait été difficile pour de nombreux pays. Nous ne voulions pas le faire. D'accord, j'ai un peu menti. Les marchés n'ont pas commencé à s'effondrer lorsque Trump a dit cela. Ils ont commencé à s'effondrer lorsque Trump a sorti ce graphique. Voici tous les détails que la Maison-Blanche a postés sur Twitter. C'est ce que Trump montrait au monde. Ce graphique contient 2 chiffres très importants. Tout d'abord, bien sûr, nous avons les noms des pays, et l'Union européenne est juste là. De manière surprenante, nous avons également listé Taïwan comme un pays, ce qui a déplu à la Chine. Mais ensuite, la première colonne des chiffres montre le tarif que ces pays facturent aux États-Unis. Mais ces derniers ne sont pas exactement précis. Ce sont les chiffres que l'administration Trump a calculés qui incluent la manipulation des devises et les barrières commerciales. Nous n'avons pas eu de détails sur le calcul de ces chiffres, mais il semble que certains aient réussi à comprendre. Nous y reviendrons ultérieurement. Et après cela, la prochaine colonne indique ce que les États-Unis vont facturer à ces pays en retour. La réciprocité tarifaire est toute la politique. La Chine sera frappée de 34%, l'Union européenne de 20% et le Vietnam de 46%. Je ne vois pas beaucoup de gens parler du Vietnam, mais les entreprises chinoises ont déplacé une grande partie de leur production au Vietnam et au Mexique à cause de ce qui s'est passé lors du premier mandat de Trump, où il a eu toute la guerre commerciale avec la Chine. Et les gens ne réalisent pas vraiment que le Vietnam est l'un de nos plus grands partenaires commerciaux. En fait, nous commerçons plus avec le Vietnam qu'avec n'importe quel pays européen, sauf l'Allemagne. Avant de continuer, si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous pour rester au courant de toutes les actualités géopolitiques comme celle-ci. Commençons. Maintenant, nous avons également Taïwan, qui a été frappé de 32%. Mais il y a une exception importante ici, l'industrie des semi-conducteurs de Taïwan n'a pas été tarifée. Donc tous les semi-conducteurs que nous obtenons, ils sont tous encore gratuits. Donc vous pouvez tous les parcourir. Vous pouvez faire une pause si vous voulez lire les tarifs de n'importe lequel de ces pays. Il y avait certains pays où il n'y a pas d'humains vivants en eux, mais nous les avons quand même frappés avec le tarif, parce que c'est la réciprocité. Trump a publié ce graphique à 16h25 heure de l'Est. À ce moment-là, le 2% sur la journée. À 4h26, tout le monde avait jeté un certain regard sur le graphique et avait réalisé ce qu'il essayait de transmettre. Certains de nos plus grands partenaires commerciaux étaient sur le point d'être frappés de gros tarifs et les marchés ont commencé à chuter. En seulement 18 minutes, à 4h42, le S&P avait perdu presque 2 billions de dollars en capitalisation boursière. C'est environ 125 milliards par minute. Certainement les 18 minutes les plus coûteuses de l'histoire. Mais essayons de comprendre pourquoi Trump a fait cela. Quelle est leur logique ? Quelle est la logique de l'administration derrière tout cela ? Nous avons été traités injustement pendant si longtemps. Le président a fait un bon point dans le Jardin des Roses. Il a dit « Aucun président précédent n'a vraiment eu le courage de se lever et de faire ce qui doit être fait pour corriger cette disparité. » Donc, nous nous attendrions à ce que le marché boursier réagisse de la manière dont il le fait, mais je pense qu'il se stabilisera. Ce que je pense qu'il va se passer ici, c'est que la politique commerciale réciproque, il l'appelle la politique commerciale réciproque équitable, nous n'allons même pas faire aux autres pays ce qu'ils nous font, mais nous allons essayer de rendre cela plus équilibré. Je pense que cela ouvrira la table des négociations
Je pense que ces autres pays, les dirigeants de ces autres pays, les alliés et d'autres qui commercent avec nous, vont venir à la table et dire « D'accord, nous réduirons nos tarifs d'importation sur les biens américains et nous rendrons cela plus équitable. » On ne peut pas avoir de libre-échange sans avoir d'échange équitable. Ronald Reagan avait l'habitude de faire ce point et Donald Trump le fait et maintenant il agit en conséquence et je pense que le moment est venu pour cette action. Maintenant, pour moi, cet argument de réciprocité ne tient pas vraiment la route, et cela pour deux grandes raisons. Premièrement, il y a un tarif de 10% sur chaque pays du monde. Donc, même si ce pays n'a pas de tarif sur les États-Unis, nous les avons toujours avec un tarif de 10% depuis le 5 avril. Cela ne soutient donc pas vraiment l'argument que l'administration essaie de faire sur la réciprocité. Et la deuxième raison pour laquelle cet argument ne pèse pas autant est que la première colonne de ce tableau que Trump a montré, il ne montre pas vraiment les tarifs que ces pays ont sur nous. Au contraire, c'est un chiffre très compliqué que l'administration a calculé, sans préciser comment ils y sont parvenus. Cependant, beaucoup de personnes ont réussi à le décomposer, et il semble que ce chiffre est plus étroitement lié au déficit que nous avons avec chaque pays plutôt qu'aux tarifs que ce pays a sur les biens américains. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Maintenant, juste pour les bases, au cas où quelqu'un serait confus, les exportations sont essentiellement des biens que nous envoyons à d'autres pays. Donc, si nous envoyons des calculatrices en France, cela compterait comme des exportations pour les États-Unis, et des importations pour la France, car la France les importe. De même, si nous importons quoi que ce soit d'un autre pays, cela compterait comme une importation. Comme nous recevons beaucoup de téléphones de Chine, ce sont des importations pour les États-Unis. Maintenant, si un pays exporte plus qu'il n'importe, il aurait un excédent commercial. Et si un pays importe plus qu'il n'exporte, il aurait un déficit commercial. Les États-Unis ont des déficits commerciaux avec la plupart des pays. Donc Trump a pris ce chiffre de déficit commercial et l'a divisé par combien nous importons de ce pays. Ce ratio a ensuite été utilisé pour déterminer le tarif que ce pays aurait supposément facturé aux États-Unis. Faisons un rapide exemple. Supposons que nous importons environ 167 $ de marchandises de Chine. Maintenant, c'est juste un exemple. Le chiffre réel est bien plus élevé, et je le sais. Mais supposons simplement 167 $ pour simplifier. Et nous n'exportons que pour 56 $ de marchandises vers la Chine. Cela signifierait que notre déficit commercial, qui est l'importation moins que l'exportation, serait de 111 $ chaque année. Trump a pris ce chiffre et l'a divisé par le montant que nous importons. Donc ce serait 111 $ divisé par 167 $, et cela nous donnerait le chiffre de 67%, que Trump a utilisé dans la première colonne de son affiche pour présenter les tarifs. Nous ne savons pas exactement comment l'administration est parvenue à ce chiffre, car aucun détail n'a été partagé. Mais c'est ce que les gens ont pu reconstituer. Donc ce chiffre est essentiellement un ratio, pour signifier combien le déficit commercial des États-Unis est important avec les autres pays. Donc, même si nous appelons nos nouveaux tarifs réciprocité, ce n'est pas vraiment cela, car nous le basons sur un chiffre qui n'est pas un tarif imposé par un autre pays. Donc, la raison de faire cela est certainement plus que simplement rendre les choses équitables. Ici, nous avons le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, qui explique les autres parties du raisonnement derrière cette action en plus de détails. Remonter jusqu'à Alexander Hamilton. Alexander Hamilton les a utilisés pour augmenter les revenus. Il les a utilisés pour protéger l'industrie et Trump a ajouté le troisième pilier stratégique. Donc, si nous pensons à un tarif mondial de 10% et supposons que nous importons environ 3 billions par an, donc cela fait 300 milliards de dollars. C'est une source de revenus substantielle qui pourrait ensuite être utilisée pour les Américains actifs, sans taxes sur les pourboires, la sécurité sociale et les heures supplémentaires. Et pour ceux qui achètent des voitures, ils peuvent réduire leurs factures car les intérêts sur les voitures fabriquées en Amérique seront déductibles d'impôts. Donc c'est vraiment une classe ouvrière, le tarif et l'impôt. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des tarifs que ces pays imposent aux États-Unis. Il s'agit également d'autres politiques de marché que ces pays mettent en œuvre, comme la Chine, qui dévalue délibérément sa monnaie pour que les exportations chinoises soient moins chères pour les nations étrangères. C'est quelque chose que la Maison-Blanche a mentionné sur Twitter lorsqu'ils ont publié une déclaration expliquant tout et pourquoi ils le font.
De même, les barrières tarifaires non monétaires, destinées les moments à limiter la quantité d'importation, d'exportation et à protéger les industries nationales, privent également les fabricants américains d'un accès réciproque au marché du monde entier. Par exemple, les politiques et pratiques non marchandes de la Chine dévastent l'industrie américaine. Entre 2001 et 2018, ces pratiques ont contribué à une perte de 3 700 000 emplois américains en raison de la croissance du déficit commercial entre les États-Unis et la Chine. Cela a menacé les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis, en accroissant notre dépendance envers les chaînes d'approvisionnement étrangères pour des industries critiques et des biens de consommation courants. Le président Trump admet que la hausse de la production nationale est cruciale pour la sécurité des États-Unis. La part de la production manufacturière des États-Unis dans la production manufacturière mondiale est passée de 28% en 2001 à 17% en 2023. De 1997 à 2024, les États-Unis ont perdu environ 5 millions d'emplois dans le secteur manufacturier et ont connu l'une des plus grandes baisses de l'emploi dans le secteur manufacturier de l'histoire. Personnellement, l'argument de la sécurité nationale est sensé et c'est une bonne idée. Le débat est de savoir si c'est la bonne façon de le faire. Nous appliquons simplement des tarifs sur chaque bien qui entre aux États-Unis. Et cela signifie que les gens normaux paieront un prix plus élevé, surtout à une époque où il y a une crise du coût de la vie dans de nombreuses villes différentes aux États-Unis, où je suppose que vous pourriez soutenir chaque ville aux États-Unis. Voici les propos d'un conseiller de la Maison-Blanche. En fait, voici ce qu'un conseiller économique avait à dire concernant qui paiera les tarifs douaniers, qui paiera les prix augmentés. Les consommateurs subiront-ils des prix plus élevés? Regardons. Maintenant, quand il s'agit de qui paie les tarifs, en fin de compte, la personne qui paie pour une politique économique est ce que les économistes appelleraient la personne la plus inflexible. Prenons l'exemple de l'achat d'une maison. Vous cherchez une maison dans une ville, puis cette dernière augmente le taux d'imposition foncière. Vous pouvez simplement décider de déménager pour regarder la ville voisine, mais la personne qui vend la maison ne peut pas prendre la maison et la déplacer. Vous êtes flexible. Le vendeur inflexible doit réduire son prix pour absorber la taxe foncière. J'adore ça. Kevin Hassett et moi en discutons depuis longtemps. J'aime utiliser la Chine comme nation exportatrice, mais les exportateurs touchés devront en absorber la moitié. Ils vont en absorber la moitié. Je pense que c'est ce que montrent les preuves. Ils mangeront bien plus que la moitié car ils sont inflexibles, tandis que nous sommes flexibles grâce à notre capacité de substitution par la production domestique et l'importation depuis d'autres pays. Les pays qui ont basé leurs économies sur l'exportation vers le consommateur américain n'ont pas cette possibilité. Ils sont inflexibles, ils supporteront le fardeau de la taxe à long terme et ce que cela signifie, c'est qu'ils finiront par payer pour le fardeau du tarif. Une autre question évidente est, est-ce que cela fonctionnera? L'idée est bonne et nous connaissons l'objectif. Mais que se passe-t-il s'il ne fonctionne tout simplement pas? Que se passe-t-il alors? Eh bien, techniquement parlant, il devrait fonctionner. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra et nous ne savons pas à quel coût. Sommes-nous prêts à sacrifier la croissance économique ou allons-nous simplement ramener la fabrication aux États-Unis? Si oui, pour combien de temps? Voici plus de détails sur cette réponse. Les tarifs vont-ils réduire notre déficit commercial avec certains de ces pays dont parle le président? Ravi d'être là. Bonjour Andrew. Journée intéressante. Théoriquement, avec le temps, oui, vous réduirez votre déficit commercial. Une partie de cela se fera au détriment de la croissance économique globale. Et encore, si vous sortez un peu de la politique, nous avons organisé le monde après la Seconde Guerre mondiale autour de l'idée que le libre-échange était une bonne chose. Vous savez, se faire arnaquer en termes de Canada, c'est comme obtenir du pétrole et de l'électricité de l'Ontario et du bois de la Colombie-Britannique. Donc, arnaquer est une façon intéressante de voir les choses. Maintenant, le président Trump semble assimiler les déficits commerciaux à comme une sorte d'arnaque. La plupart des économistes seraient en désaccord avec cela. Mais la chose que nous avons apprise aujourd'hui de tous ces messages, c'est qu'il est très sérieux au sujet de ces tarifs. Et puis, comme vous le voyez du Canada, nous allons maintenant entrer dans les effets dérivés secondaires en regardant les gens nous imposer des tarifs et juste une escalade, et puis nous devons voir où cela se termine. Maintenant, la rétorsion est quelque chose que nous devons absolument surveiller. En fait, c'est pourquoi le président McKinley, en 1901,
a changé d'avis sur les tarifs. En 1890, il y a très longtemps, le président McKinley était encore un congressiste, donc je suppose qu'il n'était pas président à ce moment-là. Il a dit célèbrement qu'il était un homme des tarifs, se tenant sur une plateforme des tarifs. Et cette année-là, il a fait passer un projet de loi au Congrès qui imposait un tarif de 50% sur tout ce qui entrait aux États-Unis. C'était une bonne chose à court terme du moins. Cela a fait augmenter les prix, mais cela a également permis aux industries américaines de se développer pour qu'elles puissent devenir compétitives sur la scène mondiale. Et lorsque le président McKinley a remporté son second mandat en 1901, il a réalisé qu'il était temps de changer la politique tarifaire des États-Unis, car désormais les industries américaines avaient besoin du marché étranger. Mais elles ne pouvaient pas accéder à ce marché car d'autres pays avaient répliqué contre le tarif de 50% que les États-Unis avaient instauré en 1890. Après cela, nous avons eu encore plus de tarifs, en aller-retour avec beaucoup de pays. Les tarifs entraînent généralement des représailles. Les autres pays vont riposter. Une chose importante qui n'a pas été mentionnée dans le tableau du président Trump, le Canada et le Mexique. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas de tarifs. Nous avons suffisamment couvert combien de fois le président Trump a imposé des tarifs au Canada et au Mexique, puis les a retirés, réimposés et de nouveau retirés. Nous ne pouvons bien sûr pas oublier les tarifs sur les voitures, les tarifs de 25% sur toute voiture fabriquée en dehors des États-Unis. Cela signifie que beaucoup d'industries, beaucoup d'exportations des deux pays seront durement touchées. Malgré l'annonce d'aujourd'hui, le Premier ministre canadien par intérim a répondu, en attendant qu'une nouvelle élection désigne son successeur. Voici ce qu'il avait à dire. Alors, le président Trump vient d'annoncer une série de mesures qui vont changer fondamentalement le système commercial international. Maintenant, en faisant cela, il a préservé un certain nombre d'éléments importants de notre relation, la relation commerciale entre le Canada et les États-Unis. Mais les tarifs sur le fentanyl restent en place, tout comme les tarifs sur l'acier et l'aluminium. À partir de ce soir, les tarifs sur les automobiles entreront en vigueur et les États-Unis ont signalé qu'il y aura des tarifs supplémentaires dans les soi-disant secteurs stratégiques, les produits pharmaceutiques, le bois d'œuvre et les semi-conducteurs. Nous sommes donc dans une situation où il y aura un impact sur l'économie américaine qui s'accumulera avec le temps, à notre avis. Cela aura un impact négatif sur l'économie américaine. Cela aura un impact sur nous. Mais cette série de mesures affectera directement des millions de Canadiens. Nous allons combattre ces tarifs avec des contre-mesures. Nous allons protéger nos travailleurs et nous allons construire l'économie la plus forte du G7. En temps de crise, il est important de se rassembler et il est essentiel d'agir avec détermination et force, et c'est ce que nous allons faire. Ici, nous avons un autre exemple de pourquoi ces tarifs ne sont pas vraiment une question de réciprocité, car les pays n'imposent pas ces tarifs aux États-Unis. Donc, ils n'ont vraiment aucun moyen de résoudre cette situation, parce que Trump dit que si les pays réduisent simplement leurs tarifs, nous supprimerons les nôtres. Mais en réalité, le chiffre qu'il donne aux pays n'est pas ce qu'il facture. Voici l'exemple parfait. Pour illustrer à quel point ces tarifs ont été calculés de manière absurde, prenez l'exemple du Lesotho, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, avec seulement 2,4 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, qui est frappé d'un taux de tarif de 50% sous le plan Trump, le plus élevé parmi tous les pays de la liste. Le Lesotho impose-t-il des tarifs excessifs sur les produits américains, et les États-Unis ne font que riposter en réponse ? Contrairement aux propos de Trump, les tarifs ne sont pas définis de cette manière. Comme expliqué précédemment dans la vidéo, ils sont déterminés autrement. En fait, le Lesotho, en tant que membre de l'Union douanière de l'Afrique du Sud, l'Union douanière de l'Afrique du Sud applique la structure tarifaire externe commune établie par ce bloc régional. Une bonne façon de comparer cela serait l'Union européenne, ce qui signifie que ce pays applique les mêmes tarifs sur les produits américains que l'Afrique du Sud, ainsi que les 3 autres membres du bloc, la Namibie, les Swatini et le Botswana. Donc,
puisque les tarifs imposés par ces 5 pays sur les produits américains sont exactement les mêmes. Ils doivent tous être frappés par le tarif de 50% par les États-Unis, n'est-ce pas? Pas du tout. L'Afrique du Sud bénéficie d'un tarif de 30%. La Namibie obtient 21% et le Botswana 37%. Eswatini, 10%, le tarif le plus bas possible parmi tous les pays. C'est donc là que le problème commence. Tous ces pays imposent le même tarif sur les produits américains, mais tous sont frappés par des tarifs différents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, la manière dont les tarifs sont calculés n'a absolument aucune relation avec les tarifs réels imposés par ces pays sur les États-Unis. Au lieu de cela, ils semblent être dérivés des calculs du déficit commercial. Examinons le Lesotho de plus près. Chaque année, les États-Unis importent 230 millions de dollars de marchandises du pays, principalement des diamants, des textiles et des vêtements, tout en exportant seulement 7 millions de dollars de marchandises. Pourquoi exporte-t-il si peu? Encore une fois, c'est un pays extrêmement pauvre, où 56% de la population vit avec moins de 3 dollars par jour, c'est-à-dire 1300 par an. Ils ne peuvent tout simplement pas se permettre les produits que les États-Unis produisent, qui pourraient être des iPhones, que je ne pense pas que nous produisons, mais des Tesla que nous produisons. Et toutes ces choses coûteuses comme la calculatrice, des choses comme ça. Ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre. La façon dont les tarifs sont réellement calculés semble être basée sur une formule simpliste, économiquement insensée. Vous prenez le déficit commercial que les États-Unis ont avec le pays divisé par les exportations du pays vers les États-Unis, et vous déclarez cela comme le tarif qu'ils imposent aux États-Unis. Ainsi, pour le Lesotho, le calcul se fait comme suit. 230 millions d'exportations, moins 7 millions de dollars, c'est le déficit, divisé par combien nous importons réellement. C'est 97%. C'est le tarif que le Lesotho est réputé facturer aux États-Unis, et la moitié de cela, soit environ 50%, est ce que les États-Unis réciproquent. Il est extrêmement facile de voir pourquoi cela n'a aucun sens du tout. Tout d'abord, le Lesotho ne peut rien y faire. Ils ne peuvent pas changer les tarifs qu'ils sont censés facturer, car encore une fois, cela ne repose sur aucun tarif qu'ils facturent. De même, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour réduire le déficit commercial qu'ils ont avec les États-Unis, car ils n'ont pas l'argent pour acheter des produits américains. De plus, Trump a justifié le tarif principalement pour ramener la production et la fabrication aux États-Unis. Près de la moitié des exportations du Lesotho sont des diamants. Comment les importe-t-on aux États-Unis? Il est évident que cela n'a aucun sens. Si nous pensons que ce genre de système d'ordre mondial libéral, tout d'abord, même s'il a bien servi les États-Unis à un moment donné, ne nous sert plus aussi bien. D'autre part, cela pourrait simplement disparaître de toute façon, car la Chine s'élève maintenant en tant que concurrente équivalente. Les États-Unis ne peuvent plus être un hégémon unipolaire comme ils l'étaient à la fin de la guerre froide. Si nous acceptons le changement, nous devrions avoir une perspective sur ce que nous voulons suivre. J'ai beaucoup écrit pour essayer d'interpréter et de déchiffrer à quoi cela pourrait ressembler. C'est une critique très juste. Ils n'ont pas été aussi clairs à ce sujet que nous le voudrions. Ce que je pense que nous devrions vouloir est ce que, comme je l'ai dit, des gens de l'administration comme un Marco Rubio ou un Scott Besson, qui, je pense, écrivent et parlent de manière réfléchie à ce sujet, ont souligné, c'est l'idée que nous voulons absolument une forte alliance économique et sécuritaire. Ce ne sera pas le monde entier, car la Chine aura aussi sa propre sphère. Mais nous voulons inclure dans notre sphère des éléments que les États-Unis n'exigeaient pas forcément auparavant. Nous voulons maintenant un commerce équilibré, contrairement au passé où nous acceptions de délocaliser la production. Nous allons vouloir que les autres assument essentiellement leurs propres charges de défense. Cela ne veut pas dire que nous ne collaborons pas, mais que chacun est principalement responsable de sa propre défense.